On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un spectacle acoustique de Noël qui va se tenir le 17 décembre à l'église de Saint-Luc. Mais d'abord, ils sont les parents d'une jeune fille de 14 ans atteinte d'un cancer cérébral très particulier. Ils ont besoin d'aide. On vise un médicament expérimental. Bref, on reçoit M. Robin Talbot. C'est jamais un sujet facile, mais c'est un sujet qu'on se doit d'aborder quand on parle de maladie. On parle de maladie chez les enfants. Et dans certains cas, on parle même de cancer et des cancers qui sont pas faciles et qui, parfois, il faut trouver des solutions qu'on n'a peut-être pas à portée de main. Parfois, il y a des traitements qui sont disponibles ailleurs dans le monde. Il y a des campagnes de sous-financement. Ce qui est le cas du sujet dont on parle aujourd'hui, celui de Sophie Talbot, qui vient d'avoir 14 ans. Il y a une campagne de sous-financement qui a été mise en ligne récemment. On a dépassé près de la moitié de l'objectif visé de 50 000 $ avec nous, son papa, Robin Talbot. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Donc, Sophie vient d'avoir 14 ans. Exactement. Elle a eu un diagnostic de cancer cérébral, qui est un peu mystérieux, particulier, dont l'issue est un peu inconnue et dont le traitement l'est aussi. Exactement. Bon. Expliquez-nous d'abord dans quel contexte vous avez appris que votre fille avait un cancer. Oui, ça, c'est une longue histoire que je vais essayer de raccourcir. Ma déformation professionnelle, je suis enseignant au Frère Maris, fait que je suis habitué de parler pendant 1 heure de temps. Bref, ça a commencé avec la vision à Sophie. Elle voyait flou un petit peu. Fait que nous, en tant que bons parents, évidemment, on s'est dit qu'elle a peut-être besoin de lunettes. On est allé consulter. Effectivement, elle avait une petite myopie et un petit peu d'astigmatisme dans les yeux. Et ça, c'est arrivé il y a combien de temps? Ça, c'est arrivé au mois de février l'année passée, évidemment, en 2000. Donc, ça fait pas 1 an, là? Non, ça fait pas 1 an encore. Donc là, elle avait besoin de lunettes. Mais là, ça s'améliorait pas. Puis évidemment, commande les lunettes, c'est long. Bref, je vais raccourcir mon histoire encore plus. Ça ne s'améliorait pas du tout. Et un vendredi, elle est revenue de l'école et elle avait de l'air saoule. OK, pour vrai, elle marchait, elle tanguait d'un bord puis de l'autre. Ah, ouais. Rentrée à la maison, elle dit « Je suis étourdie, je vois flou et mes amis me disent que mon œil gauche louche. » Alors là, on était en temps de COVID. Hein? On est rendu à quel mois, là? On est encore au mois de février. Okay. On est fin février. Parce que le diagnostic, je vais vous le dire tout de suite, on l'a eu le 3 mars 2021. Donc, ça s'est fait très rapidement. Et là, on a tout de suite appelé Info Santé. Puis, Info Santé, on dit, OK, l'œil qui louche, vision floue, difficulté à marcher, l'équilibre, ça peut être un ACV. Ou ça peut être aussi un symptôme de la COVID, comme on était en COVID. Oui. Fait que là, mais à 13 ans, c'est quand même particulier. Là. Effectivement. Ça va être la COVID, là, mais quand même. Mais c'est ça, le COVID, la COVID a le dos très large dans ce temps-là. Mais Info Santé nous ont tout de suite dit va à l'hôpital automatiquement parce que c'était beaucoup plus un symptôme d'ACV que d'autres choses. Fait que ni un ni deux, on s'est établi, on est allé à l'hôpital de Saint-Jean. On a passé très rapidement pour que finalement, le médecin, l'urgentologue qui était là de garde, a appelé Sainte-Justine et a dit « Vous avez rendez-vous demain matin en urgence à Sainte-Justine. C'est là qu'ils vont faire tous les tests, et ainsi de suite. » Au départ, on est allé le lendemain, évidemment. Au départ, on pensait à une myasthénie grave. La myasthénie, c'est une maladie auto-immune. Bon, moi, j'ai la sclérodermie. C'est pas supposé d'être immunitaire, pas immunitaire, mais... de le transmettre. Exactement. Sauf que les neurologues disent, tu peux avoir des prédispositions. Donc, ils pensaient que c'était ça parce qu'elle avait de la difficulté avec ses yeux et elle avait également de la difficulté à avaler les liquides. Elle s'étouffait à chaque fois. Et c'est les symptômes de la myasthénie grave. Fait que là, on a donné des médicaments pour ça. Bref, dans le protocole, il y avait également des IRM à faire et des scans. On a fait un scan, tout était beau. Un scan de la tête, évidemment, du cerveau, tout était correct. Mais c'est lorsqu'on a fait l'IRM, quelques jours plus tard, que là, ils ont découvert la tumeur au tronc cérébral. Et là, ils nous ont rappelé en urgence en disant « Venez-vous-en tout de suite à l'hôpital parce qu'on a les résultats de l'IRM. » Et ça, c'était le 3 mars. Et là, quand la résonance magnétique, l'IRM, nous montre la présence de cette tumeur-là au tronc cérébral, est-ce que tout de suite, les médecins concluent que c'est un cancer ou on doit aller plus loin? Bon,
Évidemment, les médecins, les neurologues, ils ont chacun leur spécialité. Ouais. Et les neurologues qui nous ont annoncé le diagnostic, ce n'est pas eux qui nous suivent présentement. C'était les médecins qui étaient de garde parce que le neurologue, le neuro-oncologue, Dr Sébastien Perrault, pour ne pas le nommer, à Sainte-Justine, était en vacances. Il n'était pas à l'hôpital cette semaine-là. Donc, ils nous ont dit, il y a quelque chose dans le tronc cérébral. Il ne parlait pas de tumeur à ce moment-là, le 3 mars. OK. Il parlait enfin, il ne parlait pas de tumeur. Il parlait qu'il y avait quelque chose. Ils voyaient une tache. Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu Et là, quelque chose. Il y avait une biopsie, ou je ne sais pas trop, pour Bon. aller voir... Et c'est là l'histoire. Le tronc cérébral, c'est le... Excusez l'anglicisme, mais c'est le motherboard du corps. Tout passe par là. C'est impossible d'aller faire une biopsie. Dr Perrault nous a donné un exemple très, très concret et très... on peut visualiser. Si on a un bocal de sable gris et à l'intérieur, on a des grains de sable rouge, c'est impossible d'aller enlever les grains de sable rouge sans briser le sable gris qui est alentour. La tumeur, le vrai nom, c'est le gliome diffus du tronc cérébral. D'où il porte très, très bien son nom. C'est d'où l'idée des grains de sable Donc, sans rouge. faire une biopsie, le diagnostic arrive à la conclusion que c'est une tumeur. C'est automatique. Que c'est automatique. OK. Et même si c'était bénin, ça s'enlève pas. Ça s'enlève pas. Bon. Quand on est dans le bureau et que le mot cancer tombe, il se passe quoi? Bien, comme n'importe quel parent qui apprend ça, dès qu'on a des enfants, c'est notre chair, hein? Ça te donne un choc. On est tellement sous le choc, je pense, que je me souviens, j'ai pas eu beaucoup de réactions. J'étais très à l'écoute. J'étais très, très à l'écoute de ce que Dr Perrault nous disait. Il nous a montré les images. Évidemment, on comprend absolument rien. On voit les couches, on est comme, OK. Il dit ça ici, c'est la tumeur, c'est le petit rond gris. OK. Bon, la première question, c'est ça s'enlève-tu? Non. Donc, on fait quoi? Ça se traite-tu? Oui, mais non. OK. Fait que là, on fait quoi? On fait-tu de la radiothérapie? On fait-tu de la chimiothérapie? Comment on traite ça? Et là, il dit, comme c'est dans le tronc cérébral et qu'on ne peut pas l'enlever, la chimiothérapie n'a aucun effet parce que le tronc cérébral a une espèce d'enveloppe. OK? Que la chimiothérapie ne passe pas au travers de cette enveloppe-là. C'est vraiment bizarre, mais en fait, donc la chimiothérapie ne donne rien. Donc, si on faisait de la chimio avec Sophie, elle serait juste très, 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 très malade, mais ça ne guérirait pas le cancer. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'était la radiothérapie qui vient cibler, brûler, plus localiser les tumeurs, les grains de sable rouge qu'on a. Donc, on a fait 30 traitements de radiothérapie. C'était à tous les jours. Ça dure 4 minutes. Donc, à tous les jours, ma conjointe, Geneviève, la maman à Sophie, s'en allait au CHUM, parce que c'est là qu'ils ont l'appareil, pour faire la radiothérapie pendant 30 jours de temps. Ça a duré du milieu du mois de mars jusqu'à la fin avril. Parce que la fin de semaine, on n'y allait pas. Est-ce que ça a donné quelque chose? Non. C'est ça l'affaire. En fait, ça a-tu donné quelque chose? La tumeur n'est pas partie. La tumeur est restée stable. Et là, elle est restée stable jusqu'à, on ne sait pas quand, parce qu'on a fait la semaine dernière, jeudi passé, notre autre résonance magnétique, qu'on fait à chaque 2 mois maintenant pour suivre l'évolution de. Jusqu'à là, 2 mois, quand on a vu l'autre résonance magnétique, tout était resté stable. Mais ça ne veut pas dire que l'état de santé à Sophie reste stable, par contre. Bien, ça, c'est mon autre question. Comment elle va en ce moment? Ça va ordinaire. Ça va très, très ordinaire, dans le sens que où la tumeur elle est placée du côté droit du tronc cérébral, donc comme le corps est à l'inverse, c'est tout son côté gauche qui est paralysé maintenant. Donc, son bras gauche ne bouge plus du tout, mis à part quand il y a des spasmes. Donc, des fois, il est raide, des fois, il est plié, des fois, il bouge tout seul. Ses mains sont toujours fermées comme ça. Elle n'est pas capable de rouvrir ses mains, elle n'a aucune force. Sa jambe gauche, depuis 3 semaines, 1 mois, ne fonctionne vraiment plus. Son sourire, son visage, quand elle sourit, on dit qu'elle ressemble à Jean Chrétien, là, parce qu'il y a juste un côté qui lève.
C'est très difficile pour elle de faire un sourire. Est-ce qu'elle a des douleurs? Non, heureusement, excusez, j'ai comme crié. Ouais. Non, ça, c'est une chose qu'on est bien heureux dans le sens qu'elle ne s'est jamais plainte de douleur. À quel moment arrive l'idée d'un traitement expérimental ou d'un traitement qui est disponible aux États-Unis? C'est ça. C'est quand on s'est rendu compte que la radiothérapie n'avait pas fait l'effet escompté, n'avait pas réduit la tumeur. On a fait un autre traitement pendant l'été. Ça s'appelle, le mot scientifique, c'est le bevacizumab. C'est de l'Avastin. Bon, il y en a qui disent que c'est de la chimio, il y en a qui disent que c'est pas de la chimio. Rendu là, c'est pas important. Traitement intraveineux à chaque 2 semaines pour essayer de faire désenfler le cerveau, parce que Sophie a fait une radionécrose aussi. La radionécrose, c'est quand ça brûle un peu. Fait que l'Avastin enlève la radionécrose, fait désenfler l'enflure du cerveau. Ça aussi, ça n'a pas donné grand-chose. Et là, nous, depuis le début, on savait que ça existait, l'étude aux États-Unis, mais c'est pas dans le protocole, dans l'ordre logique des choses. L'ordre logique, c'est radiothérapie, Avastin, puis d'habitude, ça fait la job. Mais là, comme ça ne faisait pas la job, nous, on voulait rester proactifs. On en parlait à Dr Perrault. Dr Perrault nous en a reparlé. Il a dit, j'ai contacté un médecin aux États-Unis, à Rochester, dans l'État de New York. Puis Sophie serait possiblement apte à faire partie de cette étude-là. Fait que là, on a communiqué avec le docteur là-bas, puis on a lancé le processus. Et ça coûte 50 000 $? Non. Le traitement expérimental, lui, coûte rien. C'est couvert par la compagnie pharmaceutique. OK. Le 50 000 là, dont vous mentionnez dans le GoFundMe. Dans le GoFundMe. Exactement. C'est un montant qu'on a mis parce que, évidemment, vous comprenez que là, maintenant, comme elle est paralysée, il faut adapter la maison. On s'est déjà procuré une plateforme élévatrice pour mettre à l'extérieur, pour la chaise roulante. On s'est déjà procuré également une chaise d'escalier qu'on a fait installer la semaine dernière. Et j'ai rappelé ce matin, justement, pour en avoir une deuxième, parce que comme j'ai un cottage, un peu le classique, j'ai 9 marches pour monter, je fais un croche à 4 marches. Puis là, on s'était dit, c'est correct pour 4 marches. Finalement, c'est pas correct pour 4 marches. La douche, c'est impossible de rentrer dans la douche parce qu'elle n'est pas capable de lever son pied pour passer le petit seuil de douche. Donc, il faut une douche qui s'enseuille, fait qu'il faut refaire la salle de bain. Puis on sait que maintenant, ça coûte extrêmement cher. Donc, ce montant-là sert à adapter la maison. Principalement. Et là, vous êtes rendu à 26 000 de ramasser sur 50 en date d'aujourd'hui. Oui, exact. Donc ça va bien? Vous avez de l'aide de l'entourage? Oui, bien, le GoFundMe, c'est ça qui est spécial, qu'on est vraiment, on trouve ça bizarre, c'est qu'on on a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, qui donnent des sous, puis on se demande d'où est-ce que ça vient, ces gens-là. D'où est-ce que ça vient? Et là, le protocole expérimental, est-ce qu'il est commencé? Est-ce qu'il va commencer? Il est commencé. On l'a commencé au mois de septembre. On a fait notre premier voyage à Rochester le 28 septembre dernier. Donc, comment ça s'est passé rapidement? C'est qu'on s'est pointé là-bas. Rochester, c'est à 5h30 de route, avec les petits arrêts pour manger. Puis tout ça, ça nous a pris 6h30. Ça s'est très, très bien passé. Comme c'était encore la COVID que le dos large, on ne pouvait pas y aller toute la famille. Donc, je suis allé toute seule avec Sophie. On a passé les douanes. Ça a bien été. On a resté 3 jours à Rochester. La première journée, on a rencontré le médecin. Il a ausculté Sophie. On a répondu à ses questions. Il a envoyé le dossier à la compagnie pharmaceutique qui, elle, a pris la décision, oui ou non, avec les résultats de l'IRM, de la résonance magnétique et des ECG, des prises de sang et tout, que Sophie pouvait faire partie de l'étude. Donc, elle fait partie de l'étude. Oui, exactement. Et là, vous allez devoir retourner à New York quelques fois? Ou? On y va à l'intervalle de 2 mois. Donc, on est allé là 2 semaines. On revient de là-bas parce que, comme c'est un traitement expérimental, ils ne peuvent pas envoyer les médicaments par la poste. Santé Canada ne les accepte pas. Donc, il faut qu'on aille les chercher. Bon. C'est quoi la suite? Parce qu'en même temps, il n'y a pas vraiment de pronostic à votre affaire, là. Non, c'est ça. Bien, on n'en a pas parlé avec les médecins, OK? On ne veut pas jouer à l'autruche non plus, mais en même temps, on n'en a jamais discuté de temps, de date, de tout ça, en termes de pronostic. Quelle est la suite? C'est une excellente question. On se le demande nous-mêmes. On voit Dr Perrault cette semaine avec les résultats de la résonance magnétique, puis c'est vraiment lui qui va pouvoir plus nous enligner. Est-ce qu'on fait une deuxième série de radiothérapie ou est-ce que Sophie est trop faible? Est-ce que les médicaments des États-Unis qui prennent
2 à 4 mois avant de peut-être faire effet, parce que c'est une étude de phase 1, donc ils ne savent pas si ça fait effet réellement. Je comprends. C'est plus à savoir est-ce que le patient accepte et tolère bien le médicament. Donc, quelle est la suite? J'aimerais ça vous dire c'est quoi. J'aimerais ça... En fait, nous, on continue d'être positif. C'est ça l'idée. On veut être positif. Fait on sait que ça va fonctionner, les États-Unis. Puis, on a une autre carte dans notre manche, peut-être, si jamais... C'est-à-dire? C'est un peu bizarre, mais on a fait beaucoup de lectures sur le CBD. Le CBD, qui est maintenant légal. Ouais. Bon, ils ont des études, mais en Angleterre, beaucoup là-dessus. Ils n'ont pas d'études aux États-Unis. Le CBD ferait en sorte bon, encore une fois, super rapidement, il viendrait englober les cellules cancéreuses pour créer une espèce de suicide cellulaire. OK. Il n'englobe pas les bonnes cellules. Les études en Angleterre, c'est ça qu'ils tentent à démontrer. Là, la question, c'est qu'on cherche un docteur du pot. Je regarde la caméra. Non, mais pour vrai, c'est parce que comme c'est pas un protocole de soins ici au Canada, docteur Perrault, même le docteur aux États disent, bien oui, mais on peut pas te donner une dose. On donne 10 mg, 20, 30. On n'en a aucune idée. Fait qu'on est toujours dans l'action, nous. On veut toujours être dans l'action. Bien, Robin Talbot, merci beaucoup. Merci. Bonne chance à vous. Bonne chance surtout à Sophie dans Oui. tout ça. Oui. En souhaitant évidemment qu'il y ait des choses positives qui finalement aboutissent et arrivent à vous. Puis entre-temps, si les gens veulent vous aider via le GoFundMe, évidemment, il y a le mot-clé, évidemment, pour y aller directement sur la page. Exact. Bien, merci beaucoup à vous. Merci, M. Latour. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de hockey et de football. Absolument, hockey adapté avec Karel Brassard et en deuxième partie, les Huskies, Marc Rémillard et Pat Chenard avec nous. Hey, des champions en studio. Ouais. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Bon, oui, on est encore un peu dans cette histoire de pandémie, mais quand même, les spectacles ont repris et les gens sont aussi avides d'avoir des activités de Noël avec lesquelles on va pouvoir reconnecter un peu cette année. Et bon, il y a des gens qui courent un peu les marchés de Noël, mais il y en a aussi qui aiment bien les spectacles de Noël. Et là, on va en avoir un dans la région. C'est le vendredi 17 décembre à l'église de Saint-Luc. C'est un spectacle acoustique. On en parle avec l'une des artistes, mais aussi la productrice Jade Marcoux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Fait qu'on a le droit, là. Oui, on Bon. a le droit, enfin. Comment a mijoté ce projet-là? En fait, c'est que de base, avec la pandémie, là, c'est sûr que l'artiste en moi s'ennuyait un peu de chanter. Hein? Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un spectacle de Noël. Là, c'est sûr que, bon, ça fait pas tant longtemps qu'on a le droit de faire les spectacles. Fait que je dirais que c'est vraiment l'envie de faire un spectacle simple, grandiose à la fois en même temps, mais de se dire, go, on y va. Bon, et tout ceci s'est décidé quand même assez rapidement parce que les mesures ont évolué avec le temps. Donc, à partir du moment où on dit, OK, on le fait, on choisit une date. Maintenant, il y a toute une logistique là, quand on démarre ça.
Oui, exactement. En fait, moi, rapidement, j'ai contacté des chanteurs que je connaissais personnellement, des gens avec qui j'ai côtoyé sur d'autres spectacles, des gens de la région surtout. Puis, je me suis dit, let's go. On y va avec les titres de chansons. Qui veut chanter quoi? Est-ce qu'on le fait en groupe? Est-ce qu'on le fait en soliste? Puis, rapidement, les gens l'ont répondu à l'appel. Mais il y a une ambiance particulière. Moi, récemment, je suis allé dans un spectacle à l'église de Verdun. Le truc, le candlelight, là, les chandelles et tout ça. Et tu sais, ça reste quand même fantastique quand on est assis dans une église. Il y a une acoustique que jamais on aura dans une salle de spectacle. Et surtout dans un truc qui est acoustique. Là. Oui, vraiment. Ben, en fait, c'est qu'au niveau de la sonorité, le son est incroyable. Je veux dire, même si on ne serait pas avec un micro, au niveau de la puissance vocale, j'ai déjà chanté plusieurs années là, dans cette église-là, puis vraiment, c'est incroyable ce qu'on peut ressentir. Donc, sur scène, on a Christian Gagné, Alexandra Bourdage, Marie-Pierre Lucier, Joanne Docton-Petit, Valérie Saint-Onge, Sébastien Naud et vous-même, accompagnés du guitariste Mario Hébert, qu'on connaît bien, et du pianiste Alain Gontier. Pardon. Donc, ça va ressembler à quoi comme spectacle? En fait, on y va vraiment sans entracte. On fait vraiment environ 1h30 de spectacle. C'est vraiment pour éviter, là, avec les mesures COVID, là, on s'entend dans une église... C'est moins compliqué, les va-et-vient. Exactement. Ouais. Donc, 1h30 de spectacle en continu. Puis, vraiment, on y va en français, en anglais. On y va avec des versions moins connu aussi. On fait All I Want for Christmas de Mariah Carey à 3 chanteuses. Donc, tu sais, on y va vraiment là, dans la nouveauté, mais dans les Noëls classiques également. Et là, on a guitariste-pianiste. Oui, vraiment dans l'acoustique. Et beaucoup de voix. Beaucoup de voix, mais des belles voix. Extraordinaire. Qui sont ces gens-là? Bon, les musiciens, on les connaît un peu mieux, mais dans le cas des chanteurs, chanteuses, qui sont-ils? En fait, il y en a quelques-uns que j'ai rencontrés dans le cadre des auditions pour des concours de chant. On peut parler d'Alexandra Bourdage qui a fait la voix en 2019. Marie-Pierre Lucier qui me suit depuis plusieurs spectacles. On parle d'une dizaine d'années. Si on parle de Joanne, elle a fait un spectacle burlesque avec moi il y a environ 5 ans. Sébastien Naud également. C'est une première pour moi avec lui en spectacle. Par contre, ça fait des années que je sais qu'il chante une très belle voix. Donc, vraiment, je suis très, très bien entourée. Valérie Saint-Onge, qui a été mon propre professeur au secondaire. Donc, j'avais un lien particulier avec elle là, à cause de la passion qui nous unit. Bon. En même temps, comme on le disait, tu es une artiste toi-même, chanteuse, donc tu participes évidemment au concert, mais c'est toi aussi qui produis. Parce que tu as aussi ta propre boîte de production qui est en démarrage quand même depuis quelque temps. Bien, en fait, moi, ça fait 10 ans que je suis ouverte. Par contre, je le faisais toujours à temps partiel. Étant maman de famille, la maison, tout ça. Mais dernièrement, je me suis lancée vraiment à temps plein dans mon entreprise. C'est une petite folie dans le sens où, avec la pandémie, tout ça pour mon domaine, mais je suis confiante que ça va fonctionner. Bon, et comment on fait ce choix-là de sauter? Bien, sauter dans le vide, oui et non, c'est une façon de parler, mais quand on fait, c'est une coupure qu'on fait. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là de dire, là, j'y vais à fond de train là-dedans? Bien, tu sais, après 10 ans, j'ai gagné beaucoup en expérience. Avec la COVID, je me suis dit, je donne le tout pour le tout. C'est vraiment ce à quoi j'aspire. À chaque matin, je me lève, c'est pour ça. Puis je me suis dit, là, ça suffit, Jade, tu vas presque avoir bientôt 30 ans. Là, let's go, vas-y. Tu sais, tente le tout pour que ça fonctionne, puis c'est vraiment comme ça. Qu'est-ce que la pandémie a changé pour toi? Bien, moi, en fait, je me suis vraiment restructurée. On parle de 18 mois à peu près, là, presque 2 ans. Moi, je me suis dit, bon, bien, Jade, structure un peu plus. Tu sais, j'avais un site web, mais qui n'est pas complet. Alors, on parle de refaire un site web. J'ai fait l'achat de nouveaux articles. Donc, on parle de nouvel inventaire, recherche d'un... Je vais peut-être avoir un futur local. Donc, c'est vraiment tout ça, là, vraiment restructurer toute l'entreprise au complet pour faire le saut. Et même sur le plan personnel aussi, c'était tout un changement pour toi? Bien, ça, c'est sûr. Moi, j'ai un conjoint qui m'appuie vraiment, vraiment beaucoup. C'est sûr qu'on a 2 enfants, donc, tu sais, c'est vraiment beaucoup d'organisation. Mais quand tu es organisatrice d'événements, tu gères un peu tout. Donc, pour nous, ça se passe très bien, là, à ce moment-là. Bon. Je voyais dans l'article du Canada français de Karine Guillet qui mentionnait, puis je trouvais ça quand même important de le dire, tu mentionnes dans l'article que tu as perdu 140 livres durant la pandémie. Oui, bien, en fait... C'est quelque chose, là. Puis je comprends que la pandémie, ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais pour certaines personnes, visiblement dans ton cas, tu as décidé de te servir de ce moment-là pour changer des choses. Genre. Oui, bien, en fait, moi, j'ai eu une chirurgie bariatrique en octobre 2019, je ne me trompe pas. Donc, j'ai perdu mon premier 100 livres
au début de la pandémie. Donc, c'est sûr que, tu sais, ça a été quand même difficile dans le sens où tous les cours de groupe pour bouger, tout ça, c'était fermé. Mais évidemment, moi, la chirurgie bariatrique, je l'avais. Donc, il fallait que je vive avec. Donc, je me suis motivée, puis je me suis dit, ben pourquoi pas? C'est le moment pour moi aussi de, je veux dire, j'ai arrêté de faire de la scène à cause de ce surpoids-là, qui n'était pas évident lors de changement de costume, tout ça. Fait que je me suis dit, j'ai saisi l'occasion de faire un renouveau dans ta vie. Fait que c'est pour ça, je pense, un petit peu de... Bien, on saute dans le tas, puis on le fait, le lancement d'entreprise, pour vrai, après 10 ans. Moi, je dis, c'est vraiment bravo puis courage, parce que c'est un bel exemple de dire, ben voici, de prendre du négatif puis d'en faire du positif. Exactement. Dans le fond, tu parles de ta vie personnelle, professionnelle, ta propre santé. Oui. Bref, tu as décidé de te lancer dans ton entreprise à 100 %. Là, qu'est-ce que tu as le goût de produire, outre ce spectacle-là qui va se tenir dans quelques semaines chez nous? J'ai des projets qui s'en viennent. En fait, au niveau de... Si on parle un peu plus événementiel, on va bientôt avoir un service, en fait, de princesse super-héros au niveau des fêtes d'enfants, mais vraiment du sur-mesure avec des effets spéciaux. Donc, je peux pas en dire plus pour ce projet-là. On a aussi un hommage, en fait, d'une grande chanteuse qui s'en vient. Je peux me permettre de vous la dire. En fait, on travaille sur un hommage à Whitney Houston. Donc, après 4 ans de recherche, j'ai trouvé la bonne chanteuse. Donc, on est en train de travailler toute la mise en scène. Là, les tournages vont se faire fin printemps. Donc, c'est vraiment à surveiller. Alors donc, spectacle acoustique de Noël, c'est vendredi, le 17 décembre, à l'église de Saint-Luc, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les gens peuvent se procurer des billets sur lepointdevente.com. Comment ça fonctionne? En fait, au niveau de lepointdevente.com, vous faites simplement une recherche avec le titre du spectacle « Noël dans le temps », puis vous allez facilement retrouver là, notre spectacle pour faire l'achat des billets. Jeanne Marcoux, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Petit rappel amical, jusqu'au 30 avril, il est interdit de se stationner dans la rue la nuit à Saint-Jean-sur-Richelieu lorsqu'il y a des opérations de déneigement, ce qui arrive 20 à 25 fois par hiver. Vous devez vous-même vous informer avant de vous stationner. C'est votre responsabilité. Il y a plusieurs moyens de communication pour recevoir cette information. À demain. Bye-bye.